Depuis l'arrivée au pouvoir des travaillistes, les Britanniques attendent des annonces concernant les relations de Londres avec l'Union européenne. Le Premier ministre Keir Starmer a maintes fois rappelé que l'accord signé par ses prédécesseurs n'était pas satisfaisant. I think we can get a better deal than the botched deal that Boris Johnson brought home, and we will work on that, understanding the work that needs to be done and the nature of the challenge. La plus grande partie des Européens expatriés vivant à Londres sont de jeunes adultes. L'approche de Keir Starmer face aux défis actuels suscite un espoir prudent. Beaucoup sont impatients de voir notamment le rétablissement de la liberté de circulation. I'm slightly more optimistic than I would be with the Tories. There are so many pros and cons about it, but first thing that we felt was relief. I feel the fact that we are divided in a certain sense. In the past it's really different because obviously we are all together, and so now in a certain sense I feel that it's like something apart. When it comes to politics in Britain, it's been a long few years and Brexit has posed many challenges. But with Labour now in power, the UK hopes to reset its relationship with Europe. Will this approach lead to better engagement and improved trade ties? There is this very positive mood music. Écoutez ce qu'en pense Jonathan Portes, professeur d'économie au King's College. If there are early positive agreements, you could see that generating a dynamic, a political and economic dynamic where there's pressure on both sides to go further and faster, and you could actually see very real change. But at the moment, I think we genuinely don't know. And it will also depend, frankly, on wider geopolitical pressures and considerations. Seul le temps dira si les efforts des travaillistes conduiront à des liens plus forts et à une plus grande prospérité entre le Royaume-Uni et l'Europe, mais beaucoup de choses restent en suspens, notamment la volonté de l'UE de reprendre les discussions, mais aussi le résultat de l'élection présidentielle américaine en novembre, qui influencera grandement les décisions prises par la suite par le gouvernement de Keir Starmer. French President Emmanuel Macron accepted the resignation of his Prime Minister Gabriel Attal this Tuesday evening. However, Attal and his cabinet of ministers will remain in place during the next coming weeks, especially during the sensitive period of the upcoming Summer Olympics here in Paris. While the NFP, the left-wing coalition, the one that won the most seats during the French legislative elections, is still battling to come up with a name for the future Prime Minister. And France is really going into quite an unprecedented period known as a resigning government, and that means that it cannot be toppled by a no confidence vote from the rest of the MPs in the French National Assembly. That's the lower house of the parliament. And so this transition government headed by Gabriel Attal and his cabinet will only be able to take care of everyday matters. It will not be able to push any political or policy measures. And this could be okay for a couple of days or maybe a few weeks, but it could really pose a democratic issue if this takes longer than a couple of months, especially considering how complicated the negotiations have been to come up with a name for France's future prime minister. The NFP, the left-wing coalition, is composed of different parties, like, for example, the hard left France Unbowed Party, the Socialists, the Communists, and the Greens, and they really have been squabbling to nominate someone. On Monday evening, the Socialists, the Greens, and the Communists came up with a name from the civil society. Her name is Laurence Tubiana, and she is a activist as well as a diplomat, and she was one of the key actors in coming up and signing the Paris 2015 climate agreement. However, the France Unbowed LFI party rejected this nomination, claiming that she is too close to current French President Emmanuel Macron. Sofia Katsankova reporting from Paris for Euronews. Le ministre des Affaires étrangères italien Antonio Tajani a ouvert mardi la réunion des ministres du commerce du G7 dans le port calabré de Villa San Giovanni. Il a souligné la nécessité de mettre en place des règles du jeu équitables pour les entreprises internationales. L'objectif principal de cette réunion, qui se termine ce mercredi, est de répondre aux tensions qui mettent en péril le commerce mondial et la croissance durable. Selon Antonio Tajani, les libertés d'échange, de commerce et de navigation sont fondamentales pour le commerce mondial et la croissance. Noi vogliamo assicurare la parità di condizioni per le imprese sui mercati globali. È necessario assicurare un campo di gioco equo e regole
condivise per permettere alle nostre imprese di competere alla pari in ogni mercato. Ci impegneremo sulla questione centrale della sostenibilità. Insieme al segretario generale dell'Ocse discuteremo del ruolo chiave che il commercio può svolgere nel contrasto al cambiamento climatico a favore di una crescita equilibrata e sostenibile. Les pratiques commerciales chinoises étaient au cœur des discussions lors du dernier sommet du G7 en juin. Un cordon sanitaire est toujours en place au Parlement européen à l'égard des groupes d'extrême droite et de droite radicale, ou du moins certains d'entre eux. Parmi les 14 vice-présidents élus se trouvent 2 membres des conservateurs et réformistes européens. Toutefois, aucun ne vient de l'Europe des nations souveraines ou des patriotes pour l'Europe, même s'il s'agit du 3e groupe de l'hémicycle. En cause, d'autres groupes ont refusé de voter pour les candidats patriotes, l'ancien chef de Frontex Fabrice Leggeri et la députée tchèque Klára Dostálová. L'eurodéputé vert Daniel Freund explique le fonctionnement du cordon sanitaire. Parties and political groups that basically want to destroy this parliament, that want to weaken the European Union and that ran on platforms abolishing the EU, leaving the EU, whatever, should not hold responsibility in the European Union, should not hold responsibility here in the European Parliament. Well, if your political goal is to destroy this parliament, you should not be put in charge of managing this parliament, and that's the reason why we apply the cordon sanitaire. Cependant, cette stratégie est considérée comme une violation de la démocratie par les eurodéputés d'extrême droite. Se il gruppo dei Patriotti è il terzo gruppo per dimensioni all'interno del Parlamento europeo, non l'ho deciso io, ma l'hanno deciso gli elettori. Per cui il fatto di andare contro la volontà degli europei, una volontà che è stata espressa democraticamente da milioni di elettori europei, penso che rappresenti una grossissima assunzione di responsabilità, oltre che una mancanza di rispetto. 5 des nouveaux vice-présidents du Parlement viennent des socialistes, 3 du PPE, 2 de Renew et 2 CR, 1 des Verts et 1 de la gauche. Kylian Mbappé a réalisé son rêve ce mardi. En revêtant le numéro 9 du maillot du Real Madrid, le footballeur français a été accueilli par le club espagnol pour un contrat de 5 ans. Un événement qui a rassemblé près de 80 000 supporters au stade Santiago Bernabéu pour assister à la présentation officielle de Mbappé. Entouré de proches, de dirigeants du club et de plusieurs anciens joueurs comme Zinedine Zidane, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain de 25 ans est entré sur scène sous les acclamations du public, tandis que l'air d'opéra Nessun Dorma résonnait dans les haut-parleurs du stade. Des images de la carrière de Kylian Mbappé ont été projetées ainsi que des photos de lui enfant portant la tenue du Real et posant aux côtés de l'ancienne star du club, Cristiano Ronaldo. Florentino Pérez, le président du club, a qualifié la présentation de Mbappé d'acte historique pour le club. Des milliers de soldats sont arrivés ce mardi à Paris pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Ils sont hébergés dans un immense camp baptisé Caporal Alain Mimoun, hommage à l'ancien champion olympique français du marathon. Nous, notre mission, ça va être de sécuriser les lieux des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'est la mission Sentinelle, une mission qu'on connaît très bien et pour laquelle on est formé, réserviste au même titre que militaire d'active. Construit dans l'est de la capitale et situé à moins de 30 minutes de tous les sites olympiques, le camp occupe une position stratégique pour les opérations en région parisienne. Il peut accueillir 4500 soldats. Ces derniers sont logés dans des chalets sur pilotis à raison de 15 par dortoir. On va rentrer dans le bâtiment, on va prendre possession de notre logement pour les 2 mois et demi. La base militaire dispose d'un centre opérationnel et a été construite en seulement 65 jours. Au total, 15 000 soldats seront mobilisés jusqu'en septembre. Le chef de camp, un colonel très expérimenté, se dit impressionné par la structure qu'il va devoir commander. J'ai 40 ans d'armée derrière moi, c'est la première fois que je vois ce type de réalisation. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le plus gros camp qui est réalisé sur Paris. 15 millions de visiteurs sont attendus à Paris au cours des prochaines semaines.
L'Allemagne, l'économie la plus forte d'Europe, est en récession depuis l'année dernière. Heureusement, l'Euro 2024 a attiré les supporters et les touristes qui ont apporté un peu d'air frais à l'économie du pays. Mais les bénéfices ont-ils compensé les coûts liés à l'organisation de l'événement? Écoutez le professeur Alexander Odeck, interrogé par Euronews. Ehrlich gesagt, so als Wissenschaftler ist es oft mal überschätzt, was das ökonomisch so tatsächlich bringt, so ein Primäreffekt. Ne? Weil wenn man guckt, 2,7 Millionen Fans, die irgendwie die Bundesregierung erwartet hat, wenn die 2 Millionen davon übernachten und dann 1, 2 Nächte, dann ist das vielleicht 1% der Übernachtungen in ganz Deutschland. Ne? Das ist jetzt nicht so der Effekt, der alles sprengt. Aber über diesen ökonomischen Effekt hinaus gibt es halt auch noch Dinge, dass das mit den Menschen etwas macht, die Stimmung verändert, dass man vielleicht auch stolz ist, in Deutschland zu leben, ne? Dass es schön ist, wenn viele Nationen nach Deutschland kommen. On estime que le tournoi coûtera 260 millions d'euros aux 10 villes qui ont accueilli des matchs, mais l'association des hôtels et restaurants et l'association des brasseurs allemands ont toutes deux déclaré que leurs profits ont été grevés par des orages imprévisibles combinés à une chaleur étouffante qui ont empêché les supporters de passer du temps à l'extérieur. Whilst the 10 host cities will only find out over the next couple of months if they've managed to break even, the main winners of the tournament so far have been the UEFA. The Football Association already expects to make a profit of over €1 billion from ticket sales, broadcasting rights and tax exemptions worth millions. Liv Stroud in Berlin for Euronews.